Yabidi. Pardon pour cette violence. Je ne suis pas partisan de la guerre, absolument. J'ai commencé mes propos en disant que la guerre est l'échec du politique, est l'échec de la dimension humaine que chacun porte. Cela dit, cette démocratie, je parle bien sûr de l'espace que je connais. Je travaille depuis 20 ans sur le monde arabe. Nous avons épuisé toutes les solutions. Les solutions de l'interne, les dynamiques économiques et sociales quand elles existent, et elles ont débouché à rien. C'est l'échec total. Les régimes politiques ont montré une capacité à se recycler, à avoir l'Occident avec eux, une légitimité, une réhabilitation avec le processus de Barcelone, avec le PM, et sont devenus les interlocuteurs privilégiés. Qu'est-ce qu'il reste donc à la population? Elle n'a pas les moyens, elle n'a pas les forces, elle a produit une autre force qui n'est pas, en tout cas on dit qu'elle n'est pas forcément démocratique, les islamistes, et on est arrivé à une situation de blocage total. Est-ce que la démocratie octroyée par l'Occident est une bonne chose? Je ne sais pas encore, c'est trop récent. Et même le cas irakien, franchement je vous dis, allez-y s'il vous plaît, visitez l'Irak. Je préfère l'Irak d'aujourd'hui, avec les violences. Laissez-moi finir. Voilà. Oui, mais voilà, mais vos gestes parlent. L'Irak aujourd'hui, je préfère l'Irak aujourd'hui que l'Irak de Saddam qui a gazé sa population. Oui, il y a un problème. Oui, il y a des risques de scission. Mais je préfère comme l'Irak d'aujourd'hui. La démocratie, ce n'est pas quelque chose, c'est pas un package. C'est un processus très très lent. Oui, les Occidentaux ne sont pas intervenus au Bahreïn alors qu'il y avait un massacre. Oui, on a sous-traité, on a laissé les Saoudiens faire. C'est vrai. On n'intervient pas en Syrie. Oui, c'est vrai. On n'intervient pas dans d'autres pays. En Arabie Saoudite, les femmes peuvent voter, mais ne peuvent pas prendre la voiture pour aller au bureau du vote. Oui, mais est-ce que vous connaissez l'adresse d'une hotline, d'une agence de démocratie en Europe? Mais il n'y a aucun. Est-ce que vous croyez que c'est de l'intérêt de nos décideurs de se reconvertir en prêcheurs de démocratie? Ce n'est pas dans leurs intérêts, ni leur intérêt d'abord. Moi, je dis toujours que la prospérité de l'Occident, d'une manière générale, s'arrête aux frontières. Ce n'est pas de leurs intérêts. D'ailleurs, aujourd'hui, le grand débat auprès des décideurs, comment trouver les futurs Trabelsi en Tunisie? Comment trouver les futurs Kadhafi en Libye pour traiter avec eux? Parce que oui, les futurs Chalabi, ils ne sont pas là, mais il y a d'autres qui les remplacent. Ça, c'est la grande question. Donc, la demande de changement, c'est une demande locale. Et quand Rolly Broman parle, vous savez, je me trouve, parce que dans le monde arabe, on dit la même chose. Enfin, certaines voix disent, mais non, pourquoi on n'est pas intervenu ailleurs? L'Europe veut le pétrole. Si l'Europe veut un peu de pétrole, il nous donne un peu de démocratie. Il nous aide à se débarrasser de ces dictatures. Moi, franchement, en tant que citoyen européen, d'origine arabe et musulman, je n'ai aucun problème là-dessus. Je préfère m'allier quand même à la France ou à la Grande-Bretagne que de m'allier à la Chine et fermer les yeux sur la question des droits de l'homme. C'est un choix à faire. Il est difficile, mais hélas, on est arrivé à cette situation. Je vais enchaîner peut-être sur justement le conflit actuel, hein, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui, de quoi on parle. Est-ce que c'est un conflit interne, international? Alors, on a vu qu'au départ c'était interne et qui s'est transformé en international, hein, avec les différentes forces en présence, l'OTAN qui est intervenue, donc d'abord la France et la Grande-Bretagne, puis et le Qatar, et ensuite donc l'OTAN. Alors justement sur ce terrain de conflit armé international, justement, Boris Michel, vous vouliez rappeler l'importance de faire passer les règles de la guerre. Alors, comment faire passer, entre guillemets, les règles de la guerre à des personnes qui, pour la première fois, comme vous et moi, ont pris des armes, se sont lancées justement dans cette bataille. Donc, comment faire respecter ce droit de la guerre? Est-ce que c'est pas très théorique, tout ça? Alors oui, au départ, c'est théorique, mais peut-être pour revenir sur ce qu'on a tout à l'heure. Légal ou pas, légitime ou pas. Alors sur la légalité ou la légitimité, c'est un grand débat. Je ne sais pas si on aura le temps. C'est peut-être une question globale. Quelle que soit globale. la réponse à ces trois questions, le résultat est qu'aujourd'hui, on est dans une situation de conflit armé en Libye. Les faits, les armes parlent, les conséquences sont là. À partir de là, et dès le départ et le plus tôt possible, il faut analyser la situation sous différents angles. C'est vrai qu'on a commencé par qualifier la situation juridique en Libye par un conflit armé non international. Mais on n'était pas dans le même cas de figure qu'en Tunisie ou qu'en Égypte. Pour qualifier un conflit armé non international, il faut que de part et d'autre, on ait deux armées ou groupes militaires suffisamment organisés, suffisamment identifiés, avec une chaîne de commandement suffisamment claire et suffisamment compréhensible. Et il faut que de part et d'autre, ils aient suffisamment de moyens
et de discipline pour commencer à entrer en matière sur un conflit. Si on avait affaire juste à une population civile ou des manifestants, on ne pourrait pas déjà aller dans cette direction-là. Alors peut-être que vous pouvez rappeler en deux mots ce que ça change de qualifier un conflit armé interne ou international. Qu'est-ce que ça change concrètement en termes de droit? Ça change pas grand-chose. Il se trouve juste qu'en Libye, aujourd'hui, on a une superposition de deux conflits, ce qui n'est pas forcément évident. On a d'abord un conflit armé non international entre les troupes loyalistes du gouvernement au Kadhafi, tout ce qui reste aujourd'hui de son armée, et puis le CNT en tant que corps constitué, corps organisé, avec sa chaîne et son commandement militaire, d'une part. Et d'autre part, à partir du moment où il y a eu une intervention motivée par la résolution des Nations Unies, une intervention d'abord de pays à titre individuel, les Français, les Anglais, on en dénombre au total 13, et puis ensuite coordonnée par l'OTAN, on est entré dans une logique de conflit armé international, cette fois-ci entre une coalition d'États et des États individuels et le gouvernement du colonel Kadhafi. Donc deux conflits qui se superposent, les deux ne sont pas terminés aujourd'hui, et les rappels du droit ont été envoyés à tous, sans exception, sous l'angle conflit armé non international qui finalement est régi par les articles 3 communs des conventions de Genève, où on a dans une situation de conflit armé non international, un certain nombre de règles qui s'appliquent, mais on a aussi les règles plus précises des conventions de Genève en cas de conflit armé international, avec plus de protection, notamment pour les détenus, pour les marins, etc., qui s'appliquent aussi. Donc le DIH s'applique très fortement aujourd'hui à deux niveaux en Libye. Il devrait s'appliquer en fait. Mais il s'applique dans la mesure où les rappels du droit sont faits. Je pense que du côté des interventions de l'OTAN, le principe de précaution est, je pense, assez bien mis en œuvre. Le plus, en tout cas, par rapport aux observations qu'on fait sur le terrain, ça me semble relativement correct. Maintenant, les activités du CNT et le comportement des troupes au sol des forces de Kadhafi, évidemment, font l'objet de violations, des violations qu'on a observées. Il y a des règles en détention aussi qu'on a dû surveiller et monitorer. Et puis, on est dans un dialogue constant avec les uns et les autres, en particulier le CNT, qui, comme vous disiez, n'est pas aussi bien organisé qu'on pourrait l'imaginer. Notre effort premier, c'est de fixer un cadre avec eux, c'est d'envoyer des spécialistes qui travaillent et qui parlent DIH avec eux, et d'encourager aussi les acteurs intervenants extérieurs à prendre leurs responsabilités et à former aussi cette nouvelle armée qui deviendra un jour l'armée de la Libye, je présume. Ronnie Broman, vous voulez intervenir sur cette question de justement comment faire respecter ce DIH sur le terrain ? Sur la question de comment faire respecter, j'ai rien à ajouter à ce que dit Boris Michel, parce que d'abord c'est vraiment le mandat particulier du CICR, c'est lui qui est habilité, mandaté officiellement pour ça. Il faut surtout respecter cette mission et ce mandat. Donc moi, j'ai rien à ajouter. Je veux juste rappeler un ou deux problèmes qui se posent dans ces circonstances. L'un d'entre eux, c'est cette éternelle distinction entre combattants et non combattants dans un contexte de guerre civile, car le mot n'a, je crois, pas été, enfin la formule n'a pas été prononcée jusqu'à présent, mais il y a bien une guerre civile en Libye. C'est ce que les partisans de la guerre voulaient nier au début, mais enfin c'est ce qui est apparu sans aucune ambiguïté ensuite et qui nous saute aux yeux aujourd'hui. Donc dans ce genre de situation, il est toujours très difficile de faire la part des choses, si j'ose dire, c'est-à-dire de la part de ceux qui combattent et qui ne combattent pas. Mais enfin, le CICR est rompu à ce genre de choses, bien qu'il n'ait pas la solution miracle, il a évidemment intériorisé depuis longtemps ce genre de questions. L'autre problème, il est plus spécifique à la Libye, et je dois dire d'ailleurs que les médias devraient tout de même s'interroger là-dessus, parce qu'ils ont joué un rôle propagandiste important, c'est celui des immigrés et des Noirs. Mais ça, on va revenir des Africains. Ah bon, d'accord. Donc il est vraiment essentiel. Il y a des tas de gens qui sont aujourd'hui des boucs émissaires de la colère libyenne, et cette colère, elle était largement nourrie par un discours qui faisait de tout Africain un mercenaire de Kadhafi et un tueur potentiel, donc une cible légitime. Et là, il y a actuellement des actes de revanche, des actes de violence, qui sont extrêmement graves et préoccupants.